Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous supportez le confinement. Et je voudrais aussi remercier les 35 abonnés à la chaîne. Merci beaucoup à vous de votre soutien, de votre fidélité. Ça me touche beaucoup, ça m'encourage à continuer. Et voilà, je voulais juste faire vous dire une petite chose avant de commencer ce bilan lecture. Donc je viens de vous le dire, j'ai 35 abonnés sur la chaîne, mais il arrive, voilà, j'en ai eu un petit peu plus. Mais j'ai pu constater que certaines personnes s'étaient désabonnées. Alors peut-être que le contenu finalement, voilà, le contenu des vidéos ne les satisfait pas et du coup ils sont partis, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais aussi, je voudrais aussi dire que sur les 35 personnes qui sont abonnées sur la chaîne, je ne vois pas tout le monde. Voilà, certains abonnés ont choisi dans leurs paramètres que leurs abonnements soient publics. Donc du coup, ces personnes-là, je les vois. Mais la grande majorité d'entre vous, vos abonnements sont privés. Donc du coup, je ne sais pas qui vous êtes. Donc si vous dites, oh, bah, là, elle est gonflée, je me suis abonnée à sa chaîne, elle pourrait au moins venir sur la mienne, me faire un petit coucou ou au moins s'abonner à la mienne. Je voudrais bien le faire, mais malheureusement, je ne peux pas parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Donc malheureusement, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas en faire autant pour vous. Donc voilà, c'est pas par mauvaise volonté, c'est pas par snobisme, c'est pas parce que je ne veux pas, c'est surtout que je ne vous connais pas et que je ne vous vois pas. Donc voilà, la petite parenthèse étant terminée, on va... Un truc de coller, voilà, je vais maintenant vous parler des lectures que j'ai fait cette semaine et je vais commencer par Toute la violence des hommes de Paul Collis, paru aux éditions Hervé Chopin. Alors Paul Collis, c'est un auteur belge que je suis depuis son tout premier roman. Et dans tous ses romans, vous avez une part d'artistique dans ses romans. C'est un féru d'art, cet homme est prodigieusement érudit et il est très érudit en matière d'art. Il y a un de ses précédents romans qui traitait avec la musique, donc c'était très intéressant. Et dans Toute la violence des hommes, on est plutôt dans l'art graphique, dans la peinture, dans les graphes. C'est tout aussi intéressant. Donc voilà, le roman commence avec un meurtre. Bon, bah, voilà, en même temps, hein, c'est un peu l'art, donc s'il n'y a pas des cadavres, hein, c'est pas marrant. Donc le roman commence par un meurtre. Une jeune femme est retrouvée chez elle lardée de coups de couteau. Très vite, un suspect est arrêté en la personne de Nico, qui est un artiste peintre, un graffeur, à qui on doit plusieurs fresques dans la capitale belge. Des fresques qui ont été sujettes à nombreuses polémiques, car c'était pas les Schtroumpfs et les Bisounours qu'il avait dessinés, mais plutôt une énorme zigounette, autant dire les choses comme elles sont, une énorme zigounette sur un des murs de Bruxelles. Donc voilà, il est arrêté par la police, il est interrogé par la police, et voilà, Nico s'enferme dans un mutisme prodigieux. Il ne dit absolument rien, et la seule chose qu'il arrive à dire aux policiers, c'est pas moi. Même chose avec son avocat tente le tout pour le tout et essaye absolument de le tirer de là où il est. Et ce qu'il va apprendre de plus par rapport aux policiers, c'est j'étais là, mais c'était pas moi. Donc avec ça, Nico est donc transféré dans un centre psychiatrique. Il est mis en observation afin de savoir s'il est complètement dérangé, et qu'il n'est absolument pas responsable de ses actes, auquel cas il ne sera pas condamné, ou s'il est vraiment en pleine possession de ses moyens, et auquel cas il y aura procès et inculpation. Et donc il va arriver dans cet établissement, et la directrice va prendre le problème à bras le corps. C'est une femme qui est décrite étant une grande blonde au regard bleu électrique, très froide, très distante. Là, telle qu'elle est décrite, on s'imagine qu'elle est absolument pas humaine, qu'elle se détache de tout. Et au fur et à mesure du roman, une relation un peu particulière va se créer entre Nico et elle. Elle s'appelle Pauline.
Donc une relation va se créer entre Nico et Pauline. Et Pauline va donc en apprendre beaucoup plus que les policiers et son avocat. Donc elle va finir par travailler de concert avec l'avocat de Nico pour essayer de le sortir de là. Et là, ici, dans toute la violence des hommes, Paul Colise nous explique par son roman que l'art, la peinture, peut aider à désacraliser un peu nos problèmes psychiques. Parce que Nico, on va l'apprendre dans le roman, Nico a une histoire particulière. Il est né en Croatie, en plein pendant la guerre d'indépendance, avec les Serbes. Et on va nous raconter un peu son enfance, et on s'aperçoit quand même qu'il a vécu des choses pas drôles, voire même horribles. C'est immonde ce que cet enfant a pu vivre, et sûrement que bon nombre d'enfants ont dû vivre la même chose pendant cette guerre qui a eu lieu au début des années 90, à 2 heures de vol de chez nous. Et avec la peinture, il va exorciser ses démons. Et tout le nœud du roman réside dans cet art pictural qui exorcise les démons de Nico et de sûrement bien d'autres personnes. C'est avant tout une histoire humaine. C'est beaucoup plus qu'un polar. C'est avant tout une histoire humaine, une histoire d'amitié, une histoire de profond respect entre Pauline et Nico, mais aussi entre Pauline et l'avocat Philippe et l'avocat de Nico. Voilà, tous ces 3 personnes-là vont vraiment avoir un lien particulier. Et voilà, la fin du roman est touchante. Et voilà, elle nous donne une petite lueur d'espoir malgré toute la violence des hommes qui a été évoquée tout au long de ce roman. Donc, si vous ne connaissez pas Paul Colise, je vous conseille vraiment tous ses romans. Il a vraiment une plume exceptionnelle, et il transcende vraiment le genre humain et tout ce que l'humain peut avoir de mauvais en lui, mais voilà, mis en exergue avec l'art, la peinture, la musique, enfin, toutes sortes d'art. Vraiment, je vous conseille tous les romans de Paul Colise. Ensuite, autre roman que j'ai lu cette semaine, c'est Tel père, telle fille de Fabrice Rose, paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Alors c'est un premier roman. Fabrice Rose est un ancien délinquant, est un ancien braqueur. Il a passé un certain nombre d'années en prison, et il a promis à sa fille de se racheter une conduite et d'oublier son passé. Et du coup, rien de mieux que d'écrire un roman en mettant une version un peu romancée de sa vie. Alors ici, tous les personnages sont fictifs, à part le personnage d'Alex, qui est sa fille, hein, et c'est un personnage qui est réel. Donc, dans ce roman, on fait la connaissance d'Alex. C'est une jeune femme, elle est artiste peintre, elle vit avec son copain Ludo, qui est un grand rêveur, un pro-anarchiste. Il a la liberté, la révolution, nos dirigeants sont des crétins. Enfin, vous imaginez tout à fait le genre de jeune exalté que peut être Ludo. Et Alex a son papa qui est en prison. Son papa est un braqueur notoire. Il a à son actif un bon nombre de braquages. Il a été donc incarcéré à ce titre. Il s'est évadé, il a été rattrapé, il a été rejugé, il a été remis en prison. Donc du coup, il a remis une couche sur sa peine initiale. Et voilà, le roman s'ouvre sur une visite au parloir d'Alex à son père, où elle lui dit voilà, tout ce qu'elle a sur le cœur, le fait qu'elle n'a pas connu son papa, qu'il l'a mis en dehors de sa vie avec sa vie de patachon, et que du coup, voilà, son père lui manque. C'est le cri du cœur d'une petite fille envers son papa. Et bon, du coup, après sa visite, du coup, le papa d'Alex, du coup, ça l'a remué un petit peu, et il prépare quelque chose, et on s'en aperçoit assez rapidement dans le roman.
À côté de ça, Ludo a fait une connerie, parce que là, faut vraiment le dire, c'est vraiment une connerie. Voilà, c'est un feu follet et il a eu le malheur de voler un sac d'argent appartenant à des islamistes. C'est con, hein, quand je vous dis qu'il a fait une connerie, c'est vraiment une connerie. Donc ces types-là vont remettre la main sur lui, je vous laisse imaginer ce qu'ils lui font subir. Donc Ludo est tué et du coup c'est Alex qui se trouve le point de mire de ces hommes car ils veulent absolument remettre la main sur cet argent et ils vont tout faire pour remettre la main dessus et du coup ils recherchent Alex euh, pour remettre la main dessus. Donc son père est rapidement mis au courant que sa fille est la cible d'islamistes. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben il va s'évader. Il va s'évader et il va tout faire pour protéger sa fille de ces malades. Alors j'ai bien aimé j'ai bien aimé ce roman. Il y a quand même des petites choses qui m'ont dérangé, voilà, la façon dont sont décrits les islamistes. Des fois, on tombe un petit peu dans le cliché, les barbus, les fous de Dieu. C'est voilà. Puis la façon dont on parle de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Bon, une fois, deux fois, ça passe, mais voilà, Dieu est décrit comme ça dans tout le long du roman. Et par moments, je trouve quand même qu'on sombre un petit peu dans le cliché, dans le cliché des islamistes. Et voilà. Et puis bon, les scènes de torture sont voilà, c'est âme sensible s'abstenir quand même parce que voilà, l'auteur ne nous épargne absolument pas les détails. Alors peut-être c'est peut-être aussi un choix de sa part pour vraiment choquer, pour montrer un petit peu, parce que je pense qu'il a peut-être été pas même de voir ou pas d'ailleurs, mais c'est voilà, c'est très très visuel et c'est très très réel. Et, euh, et voilà, bon, pour moi, ça m'a un peu dérangé. Bon, après, c'est très bien. Après, c'est très très bien écrit. Voilà, l'action est menée tambour battant, mais voilà, c'est tomber un petit peu dans le cliché islamiste. Bon, voilà, ça m'a un petit peu dérangé. Et j'ai trouvé, ce qui m'a gêné aussi, c'est l'espèce de distance qui est mise entre justement le papa d'Alex et tous les personnages du roman. On les appelle tous par leur prénom. Absolument tous, sauf un qui est appelé le père d'Alex. Alors le père d'Alex, on apprend une seule fois son nom, son identité, et c'est tout. Tout au long du roman, on l'appelle le père d'Alex, le père d'Alex, le père d'Alex. J'ai trouvé que c'était un peu... ça faisait bizarre qu'il y ait cette distance entre un père et sa fille. C'est peut-être aussi pour montrer que justement son père n'a pas été présent dans son enfance, dans son adolescence. Peut-être pour montrer ça, pour montrer qu'il n'y a pas eu ce lien filial. Malgré tout, il aime sa fille plus que tout, parce que ce qu'il fait là, n'importe quel papa l'aurait fait, c'est vraiment un acte d'amour d'un papa vers sa fille. Mais j'ai trouvé voilà, cette distance un peu entre tous les personnages, notamment vers sa fille. Voilà, ça m'a semblé un peu bizarre. Alors c'est peut-être un effet voulu. Si l'auteur passe par là, je serais ravie d'en discuter avec lui. Et si un jour j'ai l'occasion de le rencontrer, je lui poserai la question. Mais en tout cas, c'est une très bonne lecture. C'est une belle lettre d'amour d'un papa à sa fille. Et voilà, je vous conseille ce roman. C'est très très bien écrit. Il y a de l'action jusqu'à la fin. Et c'est vraiment voilà, la fin est une belle fin. C'est une fin avec un peu d'espoir, un peu comme dans le précédent roman. Et voilà, je vous conseille vivement ce roman, Tel père, telle fille, de Fabrice Rose. Premier roman. Et voilà, bon, je vous laisse juge. Et je serais ravie de discuter avec vous. Alors si certains d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie d'avoir votre ressenti justement sur si vous avez fait attention, enfin, si vous aussi vous avez relevé cette distanciation entre le père et sa fille. Et enfin, voilà, je vais terminer avec une lecture coup de cœur, La légende des quatre, le clan des serpents de Cassandra O'Donnell, paru aux éditions Flammarion Jeunesse. Voilà, c'est une de mes sagas coup de cœur de 2019. Comme vous le savez, j'ai adoré cette série. Et voilà, ce roman, je l'attendais avec impatience. Et quand je l'ai trouvé à la bibliothèque en début d'année,
j'ai réprimé quelques bonds de joie, parce que bon, ça ne se fait pas en public, n'est-ce pas? Et j'étais ravie de l'avoir, et je l'ai littéralement dévoré. Il m'a même pas fait, voilà, il m'a même pas fait une journée, tellement, voilà, voilà, les chapitres sont courts, et on retrouve, voilà, les personnages auxquels on s'est attaché dès le départ. Donc là, bon, je ne vais pas trop vous raconter ce qui se passe parce que c'est quand même le 3e volume de la série, mais je vais vous parler des personnages. Les personnages, on retrouve Maya, Bregan, Wan et Nell, qui sont les 4 héritiers des 4 clans des Taigan. Et là, voilà, ils sont à l'aube d'une guerre avec les humains, et tout, voilà, leurs relations vont vraiment s'approfondir. Là, du coup, le roman est centré sur le personnage de Wan, hein, l'héritier du clan des serpents. Et alors lui, vraiment, c'est celui qui a eu jusqu'à maintenant la transformation la plus flagrante entre la rencontre entre le premier roman, hein, c'était vraiment un personnage froid, distant, calculateur, manipulateur, un peu psychopathe, hein, faut bien le dire, et l'amorce de changement de personnalité qu'on voyait dans le tome 2, là, elle prend toute sa mesure dans le tome 3. Le personnage de Wan est celui qui a la transformation la plus flagrante. Jusqu'à maintenant, parce qu'il reste encore un tome, il reste encore un personnage, Nell, l'héritière du clan des aigles. Donc là, je pense que le 4e et dernier tome fera la part belle à ce personnage. On n'en sait pas encore vraiment beaucoup sur son compte. Et il y a aussi dans ce 3e volume un élément qui est quasiment commun aux 4 clans. Il se passe quelque chose dans les clans, et le roi du clan des loups s'en est aperçu, et il semble que cela touche absolument les 4 clans. Donc je pense que c'est quelque chose qui va alimenter aussi le tome 4, et qui, j'espère, aura sa solution. Voilà, j'ai vraiment hâte à la sortie de ce 4e volume. C'est des personnages attachants, l'action est menée tambour battant, vous ne vous rendez absolument pas compte, et vous êtes arrivé à la fin, voilà, vous n'avez pas vu passer votre lecture, et une chose est sûre, vous ne rêvez que d'une chose, c'est de reprendre le roman pour reprendre votre lecture. Et c'est voilà, c'est ce qu'on attend d'un roman, qui soit absolument passionnant, et qu'on attend qu'une chose, c'est vraiment s'immerger dedans. Donc si ce n'est pas déjà fait, jetez-vous sur cette saga, La légende des 4 de Cassandra O'Donnell, qui est vraiment une de mes sagas coup de cœur, qui le restera, à mon avis, assez longtemps. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ces romans, je serais ravie d'en discuter avec vous, d'échanger avec vous sur votre ressenti de lecture. Et surtout, si vous avez lu d'autres romans, n'hésitez pas à m'en faire part non plus, aussi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air ou un petit commentaire. Au moins, je saurai que vous êtes là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos, mais voilà, qui ne pensent peut-être pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Je serais, voilà, bon, pour moi, ça m'encourage à continuer. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, j'espère que vous allez passer une très très bonne journée, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et à très bientôt.